Donc c'est un topo que je vais faire en français, si ça ne vous embête pas. Pierre, on va préciser donc qu'il y a une double intervention, hein, ici en français et dans une salle. À côté, c'est en anglais, donc en anglais. parce qu'il y a des associatifs du monde entier qui écoutent. Si voilà. Vous donnez-moi des vodkas, je parle en russe, en français. Mais j'ai pas besoin de whisky pour parler en anglais. Donc non, simplement pour vous montrer, c'est ce que Piotr a préparé pour vous et qu'il m'a donné. Hein, donc il s'excuse, mais il est vraiment en face. Et d'ailleurs, la session de modèles animaux explose puisque ça déborde dans tous les sens. Hein, ils ont été obligés d'agrandir la salle. Il y avait des gens partout, assis sur les genoux, bloqués à l'intérieur. Non, reste là, Suzanne. Oh. Bah oui, attends. À moins que tu veuilles te reposer, tu peux t'asseoir. Not yet. Oh, you have 10 minutes. Oh, yeah. Donc il y a un modèle animal qui est un modèle extrêmement intéressant qui est fruit du travail de Piotr qui va nous rejoindre à l'hôpital Henri Mondor avec ses souris. Donc les infirmières ne sont pas très contentes parce qu'elles ont peur des souris, mais donc il arrive avec ses souris. Donc vous savez qu'on a une maladie, et je ne reviendrai pas là-dessus, qui est une maladie qui est très compliquée, avec des taches café au lait, des neurofibromes, avec des pseudarthroses, scoliose, des nodules de Lich, et également des gliomes des voies optiques. Et donc on sait que les neurofibromes sont quelque chose qui est extrêmement complexe, hein, puisque vous avez à la fois des cellules de Schwann, des mastocytes, des macrophages, des fibroblastes et des cellules qui font les vaisseaux. Et donc, on a essayé de développer, alors c'est un modèle extrêmement compliqué, mais je vais vous en résumer les grandes données. Alors, premier point, quand vous voulez marquer des cellules et que vous voulez les rendre rouges, vous faites comment ? Ben, vous leur greffez un gène de tomate. Et ce n'est pas une plaisanterie. Donc, Piotr Topilko a tracé une série de cellules très spécifiques qui sont les cellules des capsules frontières, qui sont des cellules qu'il a taguées, c'est-à-dire qu'il a marquées avec un gène de la tomate qui permet de suivre. Et vous voyez que ces cellules-là en rouge sont les cellules qui sont marquées avec de la tomate. Alors ces cellules, elles sont extrêmement importantes parce qu'après, on arrive dans ces cellules-là à casser avec des ciseaux à ADN le gène NF1. C'est-à-dire qu'on va couper 2 fois le gène NF1, le rendre moins, c'est-à-dire exactement ce qui se passe dans les tumeurs qui sont les tumeurs que les patients développent, c'est-à-dire les neurofibromes. Donc c'est quelque chose qui est techniquement extrêmement complexe. Hein, je vous passe les détails, mais jusqu'à maintenant, aucun des modèles animaux qui avaient essayé de trafiquer, si j'ose dire, le gène NF1 n'avait permis de promouvoir des animaux qui avaient des neurofibromes cutanés. Donc, en utilisant des cellules des ciseaux à ADN, en coupant le gène NF1 dans ces fameuses cellules à capsule frontière qui sont marquées par le gène de la tomate, pour qu'on puisse les voir, hein, c'est vraiment un artifice intéressant. On a réussi, et vous le voyez là, ça c'est une colonne vertébrale de souris qui fait des neurofibromes paraspinaux, c'est-à-dire qui, le long de la moelle épinière, va développer ce que certains d'entre vous ont développé ou certains de vos parents ou enfants ont développé, mais également des cellules, des tumeurs nodulaires qui sont rouges, encore une fois, à cause du gène de la tomate, hein, c'est un artifice pour mieux voir, et qui sont des neurofibromes sous-cutanés. Alors là où c'est encore plus intéressant, c'est que cette souris développe, et vous le voyez ici, des neurofibromes cutanés. Quand on fait des biopsies de ces neurofibromes cutanés, on a exactement la structure de ce qu'on trouve chez l'être humain. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est un modèle parfait pour créer des neurofibromes cutanés. Alors, ces lésions vont progressivement, si vous voulez, se développer. Et donc, au bout de 6 mois, toutes les souris qui sont mutées dans leurs cellules des capsules frontières vont développer ce type de tumeur
et des réseaux de neurones qui sont des précurseurs des neurofibromes cutanés. Alors je vais aller un peu plus vite parce que ça devient extrêmement technique, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce modèle souris, on voit très tôt apparaître des lésions dans la peau qui ne sont pas visibles cliniquement, mais qui sont des précurseurs. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des tout petits neurofibromes cutanés qu'on voyait avant. Et bien évidemment, c'est très intéressant pour nous parce qu'on pense que c'est exactement la même chose qui se passe chez l'être humain. C'est-à-dire qu'on va commencer par avoir des neurofibromes silencieux. Ces neurofibromes silencieux qui sont invisibles se développent au cours de la vie. Et c'est à partir de ces neurofibromes silencieux qu'on devrait pouvoir, c'est l'envie qu'on a en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on souhaiterait traiter. C'est-à-dire c'est au moment où il apparaît des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas symptomatiques, qu'on a envie de traiter. Alors je ne vous révèle pas les résultats que nous avons sur certaines thérapeutiques. On a essayé bien entendu les inhibiteurs de MEK, c'est-à-dire ceux que vous avez entendus comme étant efficaces dans les neurofibromes plexiformes. Donc on s'attendait à ce que ça marche. Eh bien ça marche, mais ça c'est pas une surprise. C'est quelque chose qu'on valide chez l'homme et qu'ensuite on va valider chez la souris. C'est plutôt l'inverse qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on valide chez la souris, puis ensuite on essaie chez l'homme. Là on vérifie. Alors par ailleurs, la souris, elle fait toutes les autres choses que fait l'être humain atteint de neurofibromatose de type 1. C'est-à-dire qu'elle fait une pseudarthrose, c'est-à-dire qu'elle a des lésions osseuses, elle fait des scolioses, vous voyez qu'elle a une scoliose qui est une scoliose dystrophique, et puis elle fait d'autres choses qui sont pas tout à fait communes dans la neurofibromatose, mais on pense qu'elle a également des difficultés d'apprentissage. Donc c'est un modèle qui est un modèle extrêmement important et qui a été développé à Paris. Et Piotr Topilko rejoindra l'équipe de Créteil en janvier 2019 pour fonder un laboratoire. Donc on aura tous sur le même site, Nicolas Horton avec la pathologie, le centre NF de prise en charge et les animaux qui permettront plusieurs choses. La première, c'est qu'on va essayer d'identifier les marqueurs, et c'était un petit peu le sujet qu'on a développé ce matin, c'est-à-dire comment peut-on prédire le nombre et la taille des neurofibromes chez un individu qui n'en a pas, c'est-à-dire en gros, si on a des traitements, qui doit-on traiter et quand doit-on traiter. Ensuite, on a besoin également d'avoir la signature moléculaire de ces tumeurs, c'est-à-dire de permettre de les définir et de les décrire de manière intense, simplement pour pouvoir ensuite imaginer des traitements. Et puis, c'est évidemment un modèle. Je vous ai dit qu'on avait testé des molécules dont on savait qu'elles marchaient et qui ont démontré leur efficacité chez la souris, mais ce n'est pas une surprise. C'est, une fois de plus, on fait le contraire de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on considère que ça marche chez l'homme et on vérifie sur le modèle que ça marche bien chez la souris. Habituellement, c'est dans l'autre sens qu'on voudrait le faire. Donc, c'est un modèle qui est un modèle extrêmement excellent pour le développement à la fois de médicaments qu'on pourrait appliquer en local, c'est-à-dire en crème, ou alors en systémique. Et donc voilà ce qu'on voulait vous dire sur ce modèle animal. Et puis on a vu ce matin arriver les porcs atteints de neurofibromatose 1. Donc les porcs ont un intérêt, puisque vous savez que l'homme et le porc ont... mesdames, vous savez très bien que nous avons une certaine proximité avec le cochon. Et que surtout le modèle qui est un modèle pharmacologique, c'est-à-dire que les doses qu'on donne à un porc sont les mêmes que celles qu'on donne chez l'homme. C'est-à-dire qu'on a une similarité entre ce qu'on va pouvoir offrir aux patients et ce qu'on va pouvoir tester sur le porc. En revanche, la peau du porc n'est pas tout à fait la même, puisque vous savez qu'on en fait plutôt des portefeuilles et pas autre chose. Donc voilà, donc on a développé tous ces outils. Ces outils sont corrélés avec un intérêt majeur de l'industrie. Il y avait ce matin beaucoup d'industriels à la session sur les neurofibromes cutanés. Donc on sent que les choses bougent et qu'on a de bons modèles. Donc je vais demander à Suzanne de venir me rejoindre pour les questions. Allez-y. Je voudrais savoir, en dehors des traitements chirurgicaux pour les neurofibromes plexiformes, est-ce qu'il y a actuellement des thérapies, vous parliez de traitements anti-MEK, d'inhibiteurs MEK. Est-ce que c'est testé chez l'homme ? Oui, voilà. Oui, alors c'est justement c'est ce que citait Suzanne.
Donc la réponse que j'ai laissé donner à Susan Newson, mais on connaît le sujet en France, hein. Le selumetinib, donc qui est un MEK inhibiteur, a été publié comme étant efficace dans le plexiforme de l'enfant en 2016, en décembre. Il y aura demain une présentation du résultat de l'étude SPRINT, qui est la réplication de cette étude chez l'enfant. Donc en gros, on peut vous dire que ça marche, que ça permet de diminuer le volume de 20% des tumeurs chez 40% des enfants. Donc c'est un succès thérapeutique. Ce n'est pas un succès extraordinaire, mais c'est un bon succès qui permet d'abord, c'est le premier, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à ouvrir la porte est facile à ouvrir, hein. Quand elle est coincée, on tire dessus puis on n'arrive pas à l'ouvrir. Une fois qu'on l'a ouverte, c'est plus facile. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a des essais qui vont être mis en place chez l'adulte, et non seulement chez l'adulte pour les plexiformes, mais également chez les patients ayant de nombreux neurofibromes cutanés. Donc en gros, ce n'est pas seulement dans un domaine du plexiforme que les choses se développent. Également pour les plexiformes cancéreux? Alors, les essais ont été faits pour les bénins. Donc, pour les cancéreux, ce qu'on appelle les tumeurs malignes des gaines nerveuses, le traitement est beaucoup moins efficace, puisqu'on pense qu'il faut traiter très précocement, c'est-à-dire avant la transformation, que c'est ça la voie probablement de détection, notamment par le TEP-IRM, tous ces examens qu'on vous a montrés, qui permettent de traiter ce qui est dysplasique, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore du cancer. Je voulais savoir qu'en est-il pour le gliome des voies optiques en termes de traitement, inhibiteur de MEK, etc. Alors les MEK inhibiteurs, je crois qu'il y a un essai aux États-Unis qui a été fait avec le trametinib, qui est un autre MEK inhibiteur, donc qui marche aussi, c'est-à-dire que c'est le principe qui marche, hein. La voie MEK est altérée dans la neurofibromatose 1, donc on pense, en gros, pour être simple, qu'une fois que ça marche sur une tumeur, ça marche quasiment dans toutes les tumeurs de la neurofibromatose. Donc c'est utilisé effectivement dans des essais dans les gliomes des voies optiques avec un résultat. Merci. Je ne sais pas si je pose en anglais ou en français. C'est comme vous voulez. Can we use Avastin for NF3 to treat schwannomatosis? As far as I know, 1 or 2 people with schwannomatosis have had it, and it has made quite a big difference to pain. I'm not sure about the growth of the tumours. It would be better to find Professor Evans or Dr. Plotkin during the meeting. Scott Plotkin, qui est un neuro-oncologue, avait présenté des résultats à Washington l'année dernière. Donc je crois qu'à l'époque, hein, aujourd'hui on va voir durant ce congrès, mais il avait traité 5 patients par Avastin ayant des schwannomatoses. Et il avait eu effectivement un résultat sur la douleur chez 2 de ces patients. Donc sur des petites séries, c'est difficile de dire, mais en tout cas, ça a été déjà fait. Paul, il y a un micro qui arrive. Je vais préciser que bonjour, je vais essayer d'être Paul est clair. malentendant. Tout à l'heure, vous aviez abordé le sujet d'un possible traitement dans le futur par des cellules souches. Je ne suis pas scientifique, mais le peu que je sache, c'est que la cellule a un noyau, c'est dans le noyau que se trouve l'ADN. Notre ADN n'est pas bon, puisqu'elle a NF, NF1, NF2. Comment expliquer dans ce cas qu'une cellule souche atteinte de NF1 ou NF2 puisse guérir? Alors, ce n'était pas du tout dans cette optique-là que les cellules souches sont utilisées. C'est pour créer des tissus, pour réparer. C'est-à-dire que, imaginons par exemple que vous ayez une intervention et que le nerf soit lésé par l'intervention. Eh bien, la cellule souche peut réparer. Et ce n'est pas la cellule souche du malade qu'on va donner, c'est une cellule souche qui est une cellule souche qui ne sera pas la cellule souche du malade, mais qui sera un médicament pour essayer de pousser la réparation. Donc vous avez raison qu'on ne va pas utiliser des cellules malades pour traiter les malades. Je laisse la traduction pour que Paul puisse... C'est bon? Ok, merci. Suivant. Est-ce qu'il y a encore? Oui, madame, je vous vois. En anglais? No.
Donc vous avez évoqué certaines mutations connues qui provoquent soit des formes graves, soit au contraire des formes très atténuées. Et qu'en est-il des formes qui ne sont pas connues? Moi, mon garçon, il a une forme non répertoriée de NF. Et est-ce qu'il y a une banque de données qui est constituée en France pour avoir après une relation entre phénotype et génotype? Alors, toutes les mutations, alors il y a deux catégories de mutations. Les mutations qui sont considérées comme délétères, c'est-à-dire qu'on a... Enfin, je reprends à zéro, parce que je n'ai pas été clair. Les mutations, soit elles sont connues et associées à la maladie, et on est dans quelque chose, on est dans des pieds avec des pas qu'on connaît. Soit ensuite, mais Stéphane Pinson le dirait mieux que moi, il y a des modèles qui permettent de prédire si une mutation, elle est toxique, délétère ou pas. Et troisième élément, quand une mutation n'est pas connue et qu'on ne sait pas ce qu'elle donne, il y a un consortium où il y a une collection de mutations. Et le papier de Ludwig Messiaen, qui est publié depuis quelques semaines ou va l'être, est une collection effectivement qui est issue de tout le monde entier, et toutes les mutations sont collectées pour essayer de faire une corrélation entre les phénotypes et les génotypes. Donc ça, oui, la réponse à votre question est la collection est une collection générale et globale dans le monde. Et c'est le rôle des centres de référence de faire remonter des informations sur l'expression de la maladie par rapport à la recherche, enfin à l'expression du gène, à la transformation du gène? C'est le rôle des études génétiques, effectivement, sur lesquelles les patients se prêtent à la recherche. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le diagnostic et la recherche. Généralement, quand vous faites un prélèvement, vous avez deux consentements à signer. Un consentement qui est pour l'identification du gène, de la mutation du gène, c'est-à-dire qui est la routine, en gros, on va regarder s'il y a une mutation NF1, par exemple. Et puis, deuxième point, si vous acceptez de la transmission des résultats ou l'utilisation des prélèvements pour autre chose qui est de la recherche. Et en l'occurrence, par exemple, quand on ne trouve pas un lien entre quelque chose une anomalie qui va être dans un prélèvement et sa forme clinique, bien évidemment, ça peut faire partie du domaine de la recherche, mais il y a toujours un consentement appendu à ça. Merci. Excusez-moi, je reviens sur les neurofibromes cutanés. Vous pensez qu'il y a un espoir de pouvoir les stopper avant la écoutez, alors vraiment, ce matin, on a eu un workshop dédié aux neurofibromes cutanés. La première question qui a été posée aux scientifiques et à la salle, c'était: est-ce que vous pensez qu'on va arriver à arrêter la croissance ou à diminuer le volume des neurofibromes cutanés? La réponse a été oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a les principes pour le faire. Donc après, combien de temps ça va dans combien de temps? Aujourd'hui, il y a des essais thérapeutiques aux États-Unis. I think that Bruce Korf is trying selumetinib in cutaneous neurofibromatosis. Yeah. Donc Bruce Korf, par exemple, a un essai du selumetinib, donc le médicament dont on a parlé dans le traitement des neurofibromes cutanés. Donc les essais vont commencer, en tout cas, je dirais qu'à l'échelle de 2020-2025, c'est-à-dire dans les 2-3 ans qui viennent, on va voir des choses. Oui. But they also said this morning that they think they did plexiform trials too early, so we kind of wasted money and time on them when we didn't have enough information. Donc la question aussi, c'est effectivement ce que dit Suzanne est important, c'est qu'on est dans une dynamique où aujourd'hui on a fait des essais sur les neurofibromes plexiformes. Et c'est vrai qu'on aurait pu en profiter dans ce contexte-là pour voir ce qui se passe sur la peau en même temps. Et comme on les a fait un peu trop tôt, à la fois en âge et dans l'histoire de ce qu'on connaît, on n'aura pas les résultats, on aurait pu gagner du temps là-dessus. Donc là, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, on ne savait pas que ça marcherait, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Mais en gros, effectivement, il y a des clés qui s'ouvrent. En France, il ne va pas avoir d'essais sur les patients comme aux États-Unis? Il y aura des essais, mais vous savez que la concentration des compagnies fait que la plupart d'entre elles ne privilégient pas l'Europe comme un terrain de jeu, si j'ose dire. Et c'est vraiment, j'utilise à escient ce mot-là. Donc malheureusement, on est dans une compétition. AstraZeneca va ouvrir probablement un essai dans lequel on sera partie prenante, nous, en France. Donc la réponse est oui, mais c'est la bataille. Hein. Je veux dire, on est dans une société libérale où le médicament se comporte comme
l'être humain a émergé d'une sélection naturelle. C'est pareil. Merci. Nous aurons, à l'occasion de ce congrès, une rencontre avec AstraZeneca et laboratoire Pierre Fabre, parce qu'on participe et ils sont quand même un peu soucieux de savoir ce qu'on pense et quelles sont nos attentes. Donc bon, là aussi, ça avance un peu. Ça avance lentement, beaucoup. Mais ça avance. Ça avance beaucoup peut-être, mais tu sais bien, Pierre, que c'est toujours la même chose, et la question est révélatrice, c'est l'impatience des malades à se dire, allez, on va enfin avoir une perspective d'avenir. Là, je pense que ce que vous avez dit aujourd'hui, ça nous la donne, cette perspective. Et je l'ai déjà dit ailleurs, il y a en France vraiment des équipes qui travaillent et qui avancent. Et donc, c'est vrai que on commence à avoir cette perspective. C'est important. Et on sait qu'on est tous dans l'attente de ça. Et de se dire, oui, allez, demain, ça va aller mieux, quoi. Et ça, c'est important. When I first met, quand j'ai pour la première fois rencontré Suzanne, it was 25 years ago, I think. It was my first meeting in Rotterdam, I think. And after we organized a Paris meeting, on a organisé un congrès, et sincèrement, je sais que c'est jamais assez rapide, mais je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important que vous le sachiez, à l'échelle d'une carrière, ce que j'ai vu progresser, je n'espérais pas le voir progresser. Et donc ça s'accélère. C'est-à-dire que je vous aurais parlé en dizaines d'années, il y a 10 ans, je vous parle en années maintenant. Donc après, je vous parlerai peut-être en mois. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a... Alors après, c'est pas l'histoire de la tortue de Zénon. C'est-à-dire que plus le lièvre essaye de lui courir après, plus la tortue s'éloigne. Non, c'est pas ça. C'est que là, on a des perspectives. J'ai une petite question. Excusez-moi. Par contre, je suis certaine qu'un jour on y arrivera, enfin que vous y arriverez à trouver. Mais ce qui fait peur un petit peu, c'est tous les effets secondaires. Je dirais que la peur fait partie de la vie. Après, quand on connaît les effets secondaires, le pourcentage d'effets secondaires, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme quand vous avez un cancer, on vous donne un certain nombre d'effets secondaires. Je dirais qu'aujourd'hui, on est assez confiant et on n'est pas cinglé surtout. C'est-à-dire qu'on ne va pas... les traitements qui sont des traitements extrêmement toxiques ne sont pas à l'ordre du jour comme traitement. Donc je crois qu'on peut avoir une balance entre le bénéfice et le risque qui est raisonnable. Merci. Même si tu as toujours dit qu'il s'agissait de médicaments et que donc derrière, il y avait des effets. On ne peut pas, je pense, imaginer qu'il y ait des traitements sans effet. Simplement, il faut que ce soit maîtrisé. Oui. Merci. Merci à vous. Pour ceux qui sont toujours présents, Pierre a évoqué donc les travaux, et vous avez vu qu'il y a à la fois de la recherche, de l'astuce, et vraiment, ça nous aide. Il vous a parlé de Piotr Topilko. Piotr est là. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a pris une place importante dans le dispositif de recherche, et même s'il ne va pas refaire l'exposé puisque Pierre l'a fait, moi j'ai souhaité que vous sachiez qui il est et à quoi il ressemble. Merci Piotr, beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais rajouter, mais ça me paraît évident, que tout ce travail que nous avons réalisé, qui a consisté à générer un modèle très prometteur de cette pathologie, a vu le jour grâce à la rencontre que j'ai faite avec Pierre Wolkenstein il y a à peu près 3 ans. Donc nous avons commencé à interagir, nous sommes devenus de très bons amis, et ce travail a été propulsé à un niveau que je n'imaginerais jamais, et avec les résultats qu'il vous a présentés aujourd'hui, qui me semblent vraiment très, très optimistes et très prometteurs pour la suite. Merci beaucoup. Merci.
Le hasard fait quelquefois bien les choses. J'ai eu un jour un coup de fil de Piotr qui m'a dit, voilà, je m'intéresse aux neurofibromatoses, Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas déjà dans le circuit? On ne sait pas. Donc je lui ai dit, il faut appeler Pierre et le voir. Et voilà, ça a créé, j'allais dire, cette amitié dont il parle, et puis tous ces travaux qui sont importants pour notre avenir. Merci.